Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous adorez détester, qui est un petit peu tout ce qui est prospection, relance commerciale, suivi commercial, qui sont finalement des mots assez intimidants pour certaines personnes, mais on va voir qu'on peut faire ça de manière éthique, de manière fun et de manière aussi très naturelle. Et pour ça, j'ai avec moi la meilleure de toutes les invitées, l'experte, même si elle n'aime pas que je lui dise ça en la matière, Pauline, roulement de tambour fictif. Bienvenue sur le podcast. Merci Aline. Non mais cette pression que tu me mets là, je C'est fait je exprès. peux pas décevoir là. Ouais, c'est ça. Le standard d'excellence et de delivery est là. Ah ouais, oui. Pauline, est-ce que tu peux te présenter, alors ça c'est le petit jeu, en 3 points pour l'audience, s'il y avait 3 choses qu'on devait savoir sur toi pour mieux comprendre pourquoi tu interviens aujourd'hui et qui tu es, lesquelles ce seraient? Waouh, donc tu m'as dit 3 mots? Non, 3 points, ça peut être 3 3 points. bullet points. Après tu mets le nombre de mots Ok. que tu veux derrière. J'accompagne les entrepreneurs établis, pas les entrepreneurs qui débutent. En tout cas, dans mon historique, là, ça fait 8 ans maintenant, j'accompagne plutôt des entrepreneurs établis. Ensuite, évidemment, développement commercial, suivi commercial, etc. Bon, là, je sais que j'utilise un mot un petit peu B2B, suivi commercial. Tu Ça fais très peut faire peur, corporate. très corporate, etc. Mais on va avoir l'occasion d'en parler. Et troisième chose, il y aurait pas mal de choses à dire, en vrai. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée à mots plutôt que points. Mais je dirais franchise et bienveillance. Parce que des fois, on croit que ça va pas toujours ensemble. Mais j'ai l'air un petit peu comme ça, voilà, déterminée et tout. Mais je suis très sympa. T'es très sympa et surtout, comme tu dis, en fait, t'as une capacité à être d'une franchise, un peu le côté rentre-dedans, mais pas péjoratif. En mode, en fait, tu dis la vérité aux gens, mais la vérité qui les aide à grandir, à faire les bonnes prises de conscience, à mettre en place les bonnes actions. Donc, c'est pas du coaching ou du mentoring un petit peu guimauve, je te fais une petite tape sur la tête, ah, t'as fait du bon travail et tout. C'est en mode, ça va, ça va pas, ça c'était bien, ça tu peux faire mieux. Voilà, et juste, tu rentres dedans, quoi. Oui, mais avec bienveillance. Je sais que ça peut Avec paraître un bienveillance. peu... Voilà, mais c'est toujours dans le bien de la personne avec qui j'échange dans tous les cas. Mais c'est ça qu'on veut sur ce podcast. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous citer 1 ou 2 chiffres dont tu es fier dans ton activité? Ça peut être une taille d'audience, des réalisations de tes clients, un historique que tu as. Bah, dis donc, tes questions, elles sont pas si simples que ça, hein. En 8 ans de business... Prends le temps de réfléchir. Si c'était moi, à titre indicatif, je pense que je citerais le nombre d'écoutes sur mon podcast et le nombre de personnes que j'ai accompagnées. Mais toi, ça peut être des choses totalement différentes. ouais, bah, le nombre de personnes que j'ai accompagnées, 650 depuis... parce que sans parler des programmes 100% en ligne, en tout cas que j'ai accompagné aussi avec mon équipe, sans un one-one, parce qu'on fait aussi du one-one, etc. 650 quand même, donc je suis assez fière de ça. C'est trop bien. Et deuxième chose, c'est vrai que j'ai pas le cumul du chiffre d'affaires, en tout cas je le fais pas, qui est généré en travaillant avec moi, avec nous. Je dirais 48 000 abonnés sur LinkedIn quand même, puisque c'est par là que j'ai été connue. D'ailleurs, j'aurais pu en parler dans les bullet points, hein, parce que LinkedIn c'est girl. quand même là à la base que j'ai fait mon petit nom au départ. Mais c'est bien parce que du coup, c'est la team LinkedIn et la team Instagram pour parler de cette stratégie commerciale. Ouais. Est-ce qu'on relance pareil sur les mêmes plateformes? Comment est-ce qu'on fait pour relancer? Est-ce qu'on peut démarcher sur Instagram? Est-ce qu'on peut démarcher sur LinkedIn? Enfin, tout ça, on va en parler dans cet épisode. Carrément. Ça va être trop bien. J'ai un petit jeu pour toi avant de plonger dans le cœur des vraies questions. Ouais. C'est le jeu du vrai ou faux. Alors, ça va être horrible pour ton cerveau qui aime la précision et le détail, mais je vais te donner des idées reçues et tu vas juste devoir me dire vrai ou faux. Tu n'as pas le droit de détailler. Je veux juste la réponse vrai ou faux, sachant qu'après on creusera évidemment dans l'épisode, mais c'est plutôt pour montrer toi quelle est la position que tu adoptes sur certains préjugés ou idées reçues, et qu'après on va pouvoir aller debunker ensemble. Allons-y. Tu es prête? Oui. Pauline, si je fais du bon contenu régulièrement, les clients finiront par venir tout seuls. Non. Faux. Vrai ou faux, on a dit. Faux. Elle trouve quand même un moyen de Elle y dire arrive non. pas. Alors, j'ai trouvé Alors, un. non, en fait, j'ai envie de dire non. Oui, faux, pardon. La prospection à froid, c'est saut 2020. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Faux. Si un prospect ne me répond pas après ma première relance, c'est qu'il n'est pas intéressé, qu'il faut que je lâche l'affaire. Faux. Un CRM, c'est utile quand tu as déjà une grosse activité ou quand tu es une grosse boîte. Si je suis solo ou tout seul à mon compte, ça ne sert à rien. Faux. On n'est que sur du faux. Ouais, là, il n'y a que du faux, là. Un strike. 5e affirmation. Vendre, c'est un talent. Il y a des gens qui sont naturellement faits pour ça, d'autres non. Faux. Si ton offre est vraiment bonne, t'as pas besoin de relancer, le prospect revient de lui-même. Oh my God, faux. Baisser ses prix pour signer un client qui est en train d'hésiter, c'est jamais une bonne idée. Vrai. Il fallait quand même qu'il y ait un vrai. Quand même. Un peu induit, mais il fallait qu'il y en ait un. Ouais. Parfait. Merci pour ces prises de position, parce qu'on voit déjà toutes les portes que ça ouvre, et je sais qu'il y en a qui sont en train de suer à grosses gouttes et hésiter à changer Qu'est-ce qu'elle d'épisode. raconte, ouais. Ils se disent non, je veux pas entendre parler de ça, Mon restez. Promis, vous allez faire des belles prises de conscience et ça va vous paraître beaucoup plus simple. T'as cette force, toi, je trouve, de
pouvoir rendre accessible et surtout kiffante toute cette partie un peu prospection, suivi commercial, relance, là où souvent ça fait peur. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est souvent un peu le retour que j'ai. Tu vois, des gens qui travaillent avec moi, ils me disent bah, je suis venue te voir aussi pour ça. Et en fait, je détestais ça. Alors, franchement, ce serait mentir de dire qu'ils adorent tout ça après. Tu vois, c'est faux. Mais en tout cas, ils y prennent beaucoup plus de plaisir. Et surtout, les croyances aussi sur la vente sont beaucoup moins là aussi. Ouais. Ils en ont fait une routine qui est une routine. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un plaisir extraordinaire à le faire. Mais en tout cas, c'est une routine qui est totalement fluide, qui est totalement faite et autres. Ouais, complètement. Oh, j'ai hâte d'en être à cette partie-là du podcast. Ouais. J'ai découpé ça en 3 parties. La première, c'est un peu le diagnostic pour qu'on mette le doigt sur tout ce que l'audience ne veut pas qu'on regarde chez eux, mais on va le faire quand même. Ensuite, on va entrer dans le cœur du sujet de cet épisode, qui sont un peu tous ces moments dans le business où en fait on s'assoit sur de l'argent, on laisse de l'argent sur la table, parfois sans s'en rendre compte. Et on va aller creuser ça et surtout comment aller récupérer cet argent. Donc c'est un épisode où vous allez gagner des sous, normalement, si tout se passe bien. La promesse. Ouais. Carrément, promesse. Sacrée promesse. Ouais. Vous nous direz dans les commentaires après. Et dernière partie, on va voir justement cette partie routine, CRM, du coup, comment on fait quand on est une petite boîte, quand on est tout seul, etc. Prête ? Yes, ready. Ma première question pour toi, Pauline. Imagine une entrepreneuse totalement fictive. Certains se reconnaîtront, je le sais. Imagine une entrepreneuse qui fait du contenu depuis 1 an et demi. Elle a 5000 abonnés, Insta, LinkedIn. Elle reçoit régulièrement des « Ah, ton travail, ça m'inspire trop, c'est trop cool », des DM, les gens lui parlent. Donc elle a quand même de l'engagement. Et pourtant, son chiffre d'affaires stagne. Elle n'arrive pas à se payer correctement. Elle n'arrive pas à faire décoller son activité. Selon toi, qu'est-ce qui se passe vraiment dans son business ? Et qu'est-ce que toi, tu regardes en premier quand tu as ce type de personnes qui viennent te voir ? Alors, déjà, il y a 2 choses qui me viennent en priorité. Pour le coup, là, c'est moins mon pan et c'est plus le tien. Donc, tu vas me dire aussi si tu es d'accord avec ça. Mais je pense que quand il y a... Parce que je crois que tu as dit les messages qu'ils reçoivent plutôt « Ah, je suis grave inspirée » ou ce genre de choses. Il y a de l'engagement, mais il n'y a pas de vente. Ouais, voilà. C'est ça le truc. Déjà, je pense que là, dans l'entonnoir, on va dire, de contenu, peut-être qu'il y a trop de contenus qui sont top of funnel et pas assez sur la partie conversion, etc. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que déjà... là, au niveau du contenu, voilà, au niveau du contenu, en tout cas, c'est ça. Après, il y a une deuxième chose, c'est, moi, je vois, il y a énormément d'entrepreneurs qui n'osent pas discuter, échanger, en fait. Donc, au lieu de simplement remercier ou juste liker, déjà, il faut juste faire preuve de... Et ça, je pense que je vais être amenée peut-être à en parler pas mal de fois. Pour moi, il faut faire preuve de curiosité sincère, en fait, pour comprendre les gens. C'est-à-dire quand tu es à une soirée, un anniversaire, je vais prendre un exemple totalement à part du business, quand tu parles avec les gens, tu viens de les rencontrer, logiquement, en tout cas, tu t'intéresses à eux. Et pour t'intéresser à eux, bah, tu vas leur poser des questions sincères. Tu vas pas chercher forcément ce qui va se passer après. Tu vois ? Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui se fait pas et c'est quelque chose que ton entrepreneur fictif, peut-être, ne fait pas, tu vois, à mon avis. Souvent, on a cette crainte, et je l'ai eu aussi, de se dire quelqu'un qui t'écrit en DM pour te dire « Ah, j'adore ce que tu fais, c'est trop cool, je viens de m'abonner » ou « J'ai écouté ton podcast, c'est trop cool » et tout machin. Moi, je les ai souvent vus, ces personnes-là, un peu comme des lapros de 6 semaines, les yeux avec le phare dans les yeux, en mode « Je vais pas leur faire trop peur, juste leur dire merci, etc. » Et je vais pas leur poser de questions, sinon ils vont sentir la prospection venir à 10 000 km, etc. Comment je gère si j'ai peur que même une curiosité sincère passe pour les premiers pas d'une prospection ? Alors déjà, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave si c'est les premiers pas d'une prospection ? Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment, je dis toujours, arrêtez de voir systématiquement la prospection comme une agression et juste le fait de ne plus voir comme une agression, vous vendrez mieux. Tu vois, je pense que déjà, il y a juste la perception de comment toi, tu reçois la prospection. Alors évidemment qu'il y a des gens, c'est très très mal fait, on a juste envie de leur dire, mais... va te faire foutre, on va le dire. Hein. C'est ton podcast. Pendant 1 heure, c'est ton podcast. Vas-y. Donc, voilà, on a juste envie des fois de dire va te faire foutre, on va passer à autre chose. Mais je pense que déjà, il y a juste accepter que, et quand bien même si c'est de la prospection, c'est pas grave. Et deuxième chose, si jamais ça arrive et que, bon, ou il n'y a plus de réponse, ou derrière la personne, elle te répond un peu sèchement, elle vient pas te demander, et toi, en fait, on sent qu'elle a juste envie de s'arrêter là. Vous avez le droit aussi de dire, je prends souvent cet exemple, dans une prospection directe, on peut tout à fait dire, écoute, je te propose qu'on en discute, et si c'est non, c'est complètement OK. Ouais. Dire les choses, d'énumérer les options pour dédramatiser ce qui est en train de se passer, quoi. Exactement. Et je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, où est-ce que j'ai lu ça, mais ça disait que concrètement, les moins manipulateurs, c'était les vendeurs. Pourquoi ? Parce que les vendeurs, ils annoncent ce qu'ils vont faire. Un manipulateur, il n'annonce pas ce qu'il va faire. Donc en fait, je pense qu'il y a un truc à retenir là-dedans, c'est il ne faut pas hésiter à être sincère et aussi dans sa démarche de prospection.
Typiquement, ce matin, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit « Je te le dis franchement, Pauline, je te prospecte. » Mais je kiffe. Moi, j'adore aussi ce genre Mais de dis-moi ça que tu change. prospectes, il n'y a aucun problème en fait. Tu vois, je suis OK avec ça. Moi aussi, je fais appel à des prestataires, j'achète tous les jours dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de mal. Tu vois, je pense que c'est une des choses aussi à retenir. Oui, puis la personne en face reste un adulte. Du moment que nous, on n'est pas dans une démarche de manipulation, c'est notre job en tant qu'entrepreneur de leur dire tiens, voilà ce que je fais. Et puis à l'autre de dire oui ou non. Ouais, tout à fait. C'est Non, aussi complètement. simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors non, c'est pas aussi simple que ça, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un travail aussi à faire sur la perception qu'on a. C'est complètement OK de se faire prospecter. Ce n'est pas une agression. Tout le monde gagne sa vie. On s'aide aussi mutuellement parce que quand on achète quelque chose, c'est du win-win. Donc il faut pas oublier que c'est pas mal. Voilà. Et pour ça, il faut qu'il y ait un premier pas qui soit fait. Exactement. Et donc toi, le premier pas que tu recommandes, c'est cette fameuse curiosité sincère. Mettons, quelqu'un te débarque dans tes DM sur LinkedIn en te disant « Ah, j'ai kiffé ton dernier post, trop cool, je m'abonne, j'adore ce que tu fais. » Quel serait le genre de question curiosité sincère que toi, tu lui poserais? Est-ce que tu as des templates? Est-ce que tu vas voir son profil et tu rebondis sur son dernier post? Comment tu abordes les choses? Alors, il n'y a pas de template. En tout cas, moi, je suis contre template. Anti-template, on aime bien. Enfin non, alors pas anti-template pour tout. J'adore parce que tu vois comme j'extrapole tout ce que tu dis à chaque fois. Exactement. Pas anti-template pour tout, mais en tout cas pour la partie même script de vente, tu vois, je suis pas hyper pour. Parce que l'être humain que tu as en face, il change. Il y a trop de métriques en fait, trop d'indicateurs qui vont changer. Donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à avoir une intelligence commerciale, tu vois, une intelligence relationnelle. Donc ça veut dire que ce serait difficile pour moi de te dire quelle question je vais poser, parce que ce que je vais faire en priorité, c'est m'intéresser à la personne. Pour m'intéresser à la personne, je vais déjà aller voir ce qu'elle fait. Si là, on est dans le cadre des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a plein d'infos, plein d'informations. En plus, les gens, et même moi, et même toi, et même voilà, on partage énormément de choses. Donc, les gens peuvent facilement savoir. Donc, moi, je peux aussi avoir ces informations-là sur les personnes qui me disent « Ah ben, je sais pas, j'adore ce que tu fais, etc. » Surtout l'exemple que tu donnes là. Parce que si on me pose une question, par contre, très directe, ah ben, est-ce que tu peux me donner un conseil sur quelque chose? Alors là, pour moi, on m'a tendu petit plateau. Et là, je n'ai plus qu'à discuter, tu vois. Oui. Donc, pas de template, et juste de rebondir sur la personne, son actualité, ce qu'elle fait, les informations qu'on peut glaner d'elle, de son profil, etc. Ouais, mais il faut poser des questions. Il faut éviter parce que ça, pour le coup, ça fonctionnait peut-être, je sais pas, il y a 5 ans. Mais ça le fait plus trop de dire alors, j'ai regardé ce que tu faisais et j'aime vraiment beaucoup ça. Ça, pour le coup, ça sent mauvais, quoi. C'est on te voit venir à 10 000. Ça peut être, tu vois, là, imaginons une question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce qui t'inspire? En fait, là, c'est juste venir rebondir. Là, on n'est pas dans forcément quelque chose à te vendre. On est vraiment dans d'abord, j'essaie de comprendre qui tu es et je te remercie pour être venu me dire. Évidemment, on ne dit pas juste merci. On pose une question. Oui, on l'idée, vient c'est de créer une s'intéresser. conversation. Voilà, l'idée, c'est de créer une conversation en priorité. Donc là, à ce stade, en fait, l'objectif, c'est juste d'avoir une réponse. Ouais, tout à fait. Plus sur la personne. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, j'en parlais dans un dernier épisode de podcast, en fait, souvent, dans mon audience, je sais pas si c'est pareil de ton côté, les coachs et les thérapeutes sont les personnes qui me disent toujours « j'aime pas vendre, je suis trop nulle en vente, moi c'est l'humain, l'accompagnement, du coup tout ce qui est un peu commercial, je peux pas ». Et moi je leur dis « mais en fait, vous êtes les meilleurs vendeurs du monde parce que votre boulot c'est littéralement d'écouter, de reformuler et de savoir poser des questions puissantes. » Mais tellement. Vous êtes les meilleurs vendeurs du monde en fait, c'est juste ça la vente. Tellement. D'ailleurs, tu parles là des thérapeutes ou des coachs, on va dire plutôt coachs de vie, etc. Normalement, ce sont les meilleures personnes pour savoir poser des questions. Oui. Et que la personne se dise « ah ouais, ça s'intéresse à moi, elle a compris mes problématiques ». Et du coup, ça lui donne naturellement envie de bosser avec lui ou avec elle. Oui, alors après, il y a aussi, au bout d'un moment, ce fameux plateau qui arrive par une question qu'on a posée et de quelques échanges. Et donc là, à ce moment-là, c'est là aussi, il y en a peut-être, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a aussi des entrepreneurs ils ont le plateau sous les yeux, concrètement, et ils s'arrêtent. Ils se disent « oh bah non, quand même, je ne vais pas lui parler de ça. Ah bah non, quand même, je ne vais pas lui proposer d'en parler. » Tu vois, il y a aussi ce truc de « ah ben non, en fait, des fois, il y a le plateau sous les yeux. » Mais la personne s'auto-sabote. Ouais, c'est ça. Alors, s'auto-sabote ou tout simplement ne sait pas quoi faire. Tu vois, enfin, sait pas comment le faire. Creusons ça parce que c'est hyper intéressant. Je prends mon exemple. Ouais. Comme ça, je vise personne de l'audience. Quelqu'un vient me voir en me disant « ah Aline, j'ai adoré ton dernier épisode de podcast sur la vente. » Moi, généralement, je lui pose une question. Ah ouais, trop bien. Alors, j'aime pas le qu'est-ce qui t'a plu dedans, mais je dis ah oui, t'avais besoin de ça en ce moment pour une interrogation avec un petit smiley. Ange en mode c'est que ça t'a parlé et tout. Oui, bah tu vois, en ce moment, j'ai trop du mal à vendre, j'ai pas de stratégie d'acquisition avec mon contenu, j'arrive pas à convertir mon audience en client. 100% ce que je propose avec le bootcamp. Et là, je frise. Oui. Alors, en vrai, je frise pas, mais mettons que je frise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu le vois chez tes clients, toi? Tu crois, t'as dit
Ah, est-ce que je vois ça chez mes clients? Ouais, genre en mode, t'as le plateau d'argent, la personne te dit littéralement, voilà mon problème, et c'est littéralement le problème que tu résous avec une de tes offres. Ouais. Mais je n'arrive pas à proposer mon offre et à passer le cap parce que j'ai l'impression du coup de devenir vendeuse, manipulatrice, de profiter de la détresse de cette personne, Ouais. que sais-je. Est-ce que toi, t'as ça chez tes clients? Oui, oui, mais complètement. Mais il y en a certains, ils le voient même pas, ou alors ils se disent de toute façon, cette personne sait où me trouver. Ah Donc il faudrait pas que la personne dise voilà mes besoins, mais que la personne dise voilà mes besoins et j'ai vu que tu proposais ça. En fait, faut que la Donc j'ai personne, besoin de ça. Mais ça existe, tu vois. Ouais, mais c'est rare. Voilà. Oui, mais c'est exactement Oui. ça. Mais là, en fait, il faut proposer tout simplement. Des fois, elle va pas forcément parler de ton offre. Et du coup, tu vas pouvoir lui poser la question, mais est-ce que tu as vu ce que je proposais? Parce que c'est exactement ce que je fais. Est-ce que tu veux qu'on en parle en fonction aussi Oui, du de la parcours d'achat, conversation. etc., s'il y a des appels de vente ou pas, etc. Et encore une fois, si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez ensuite renvoyer un message en disant et si c'est pas le moment, vraiment, hésite pas, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Donc là, toi, le protocole ou le process que tu recommanderais, c'est quand une personne te décrit un besoin noir sur blanc qui correspond totalement à ce que tu proposes, c'est juste de lui dire ah bah ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais. Est-ce que tu veux qu'on se programme un appel pour en parler X ou Y? Et si c'est pas le bon moment, aucun problème, t'inquiète pas. Ouais, tout à Juste fait. ça, de Ouais. manière. Ouais, alors dans le cas précis là que tu viens de décrire, oui. Il y a pas plus Mhm. compliqué que ça. Et si la personne, elle te dit ah non, je pense que c'est pas le moment, là tu peux aussi creuser. Tu peux dire ok, c'est pas le moment, pourquoi? Ou alors ok, bah, tu penses que ça sera le moment quand? Alors la personne, elle va dire ah je sais pas trop, donc il y en a aussi qui vont un peu botter en touche, qui vont forcément Oui, peut-être arrêter de répondre ou ce genre de choses. C'est là aussi que le suivi commercial entre en ligne de compte notamment. c'est hyper intéressant, on va en parler juste après. Mais j'aime bien le côté, tu vois, de dire, des fois, il y a un plateau d'argent qui nous arrive avec un besoin qui est énoncé, sauf que c'est pas le boulot de notre prospect de dire, et Non. d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches et j'ai remarqué que c'est exactement ce que tu proposais. Est-ce que tu accepterais, s'il te plaît, oh, par pitié, de me consacrer une demi-heure en appel découverte? Pitié, tu vois. Ouais. Non, Non, c'est pas au prospect de faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, moi, typiquement, c'est insupportable, mais je suis moi-même insupportable pour ça. Je déteste de voir l'idée une vente dans laquelle je suis prospect. J'ai envie de Ouais. dire, mais il faut que je te pose les questions pour moi ou tu vois. Alors, je dis pas, évidemment, tout le monde ne ressent pas ça, mais les prospects ne vont pas le faire à votre place, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de personnes n'osent pas proposer frontalement un appel découverte, Ouais. une vente, parce qu'ils ont peur du coup de faire du forcing dans une conversation qui était humaine et naturelle. Mais souvent, on se rend pas compte que la personne en face, si ça se trouve, elle attend que ça, et que Oui. ça la saoule de devoir, elle, proactivement, devoir aller creuser les informations de comment je peux travailler avec toi, quoi, tu vois. Ouais, ça peut aussi être le cas. Ah, j'aime bien, Ouais. ça me parle. Tout à l'heure, je t'ai posé une question en te demandant de manière un peu provocatrice que si je crée du contenu de qualité, les clients viendront naturellement. Tu m'as dit évidemment que c'est faux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En quoi est-ce que juste créer du bon contenu, ça ne suffit pas aujourd'hui pour attirer des clients en continu? Déjà, je veux juste rebondir sur ça avant de te répondre vraiment. J'entends, je lis un petit peu partout. Ah, ben, en 2000, je sais pas, en 2020, ça suffisait. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Pour moi, même en 2020, ça ne suffisait pas. C'était peut-être un peu plus facile, mais pour moi, ça ne suffisait toujours pas. Parce que pour moi, aujourd'hui, créer du contenu, c'est comme quand tu lançais ton blog en 2010 et t'espérais que t'en vives dans un mois. Pour moi, c'est exactement... J'adore l'analogie pour tous les tyrannosaures parmi nous Oui, c'est vrai. qui ont lancé un Tyrannosaure, blog. mon Dieu. Mais je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est espérer que, en ayant un endroit dans lequel on peut s'exprimer, dans lequel on peut communiquer, ça va suffire. Enfin, pour moi, presque j'ai envie de même pas expliquer tellement c'est logique que ça ne suffise pas. Tu vois? Pour moi, vraiment, il faut aller vers les gens, il faut parler aux gens, il faut... Alors, bien sûr que ça y contribue, ça aide énormément. Je trouve que c'est un outil extraordinaire, notamment de découvrabilité. Mais derrière, il faut transformer. Alors oui, tu peux transformer avec le nurturing, etc. OK. Mais aujourd'hui, tu as 80% des gens qui viennent te voir, là, qui viennent discuter avec toi, etc. Alors, tu n'as pas 80% des gens qui sont prêts à acheter, mais on va dire dans les 80% qui sont prêts à acheter, même en sous-marin, si tu les suis pas, ces personnes, c'est-à-dire tu construis pas une relation de proximité ou si tu viens pas t'intéresser à eux, ils reviendront jamais. Typiquement, quand on a tous eu ça, ah, ben je ferai appel à toi dans 6 mois. Et combien... Le pire truc. Ouais, c'est ça. Combien de personnes se sont dit, ah, ben cette personne, elle reviendra vers moi toute seule. Mais elle reviendra pas, en fait. Je te le dis, elle reviendra pas. Ou alors, oui, d'accord, mais tu as eu une chance extraordinaire. Oui, c'est 1 sur 100, quoi. Exactement. Même cette personne qui t'a dit mot pour mot, je reviendrai, ne reviendra pas. Donc, Parce je qu'en te 6 laisse mois, les choses imaginer. changent. C'est ça. Donc, je te laisse imaginer toutes les personnes qui ne te donnent pas leurs besoins sur un plateau. Encore moins, tu vois. Et du coup, tu as 20%, eux, qui sont prêts un peu plus à acheter là, maintenant, tout de suite, tu vois.
Donc ça veut dire que les 80%, il faut que tu en fasses quelque chose, il faut que tu discutes avec eux, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, pas discuter avec tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas, quand je dis discuter avec tout le monde, c'est-à-dire que là, on pourrait croire, ah ouais, t'es bien gentil, Pauline, mais j'ai pas que ça à foutre de parler à tout le monde toute la journée, tu vois, machin. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais en tout cas, quand il y a des signes, il faut savoir les repérer. J'ai envie de rebondir sur un truc où moi, je serais même un petit peu plus tranché que toi en disant, quand tu te lances en business ou que ton business stagne à un chiffre d'affaires qui te convient pas, qui est assez bas, parle à tout le monde. Parce que même si c'est pas des gens qui Ah oui, dans ce achèteront, sens-là. Oui, mais quand je disais parler à tout le monde, je suis d'accord avec toi, parler à tout le monde. non, pas mais au mec qui t'envoie une dick pas pic, en là. nombre, tu vois. Tu ne peux pas parler à 200 personnes dans la journée, tu vois. C'est dans ce sens-là Non, que je voulais ça, dire. oui. Mais oui, après, on est d'accord, parle à tout le monde, échange avec tout le monde, surtout dans le contexte que tu viens de décrire, parce que justement, c'est encore plus le moment où tu as besoin de les comprendre pour t'adapter, tu vois. Ouais, puis de comprendre ton marché, niveau Ouais. des connexions et tout. Mais en fait, je pense que ça fait partie de notre job d'entrepreneur. Et j'aime beaucoup ce que tu disais de... En fait, les gens qui achètent grâce à ton contenu sans jamais te parler sont extrêmement rares parce que ça correspond à un besoin précis, à un profil d'acheteur précis. Et s'il y a des gens qui achètent grâce à votre contenu, tant mieux. Mais sachez que c'est 10% de ce que vous pourriez avoir si vraiment il y avait la routine commerciale en tout à plus fait. à côté, quoi. Ouais, Donc, complètement. limite, c'est un problème et un symptôme et non pas une victoire. Ouais, complètement. Et comme ça, on secoue les gens. C'est ça. Et du coup, tu parlais de signaux, juste avant que je fasse mon petit laïus. Ouais. C'est quoi les signaux dans une conversation qui montrent que la personne, on peut l'emmener sur l'appel découverte, la proposition et autres? Quand elle commence à t'envoyer des pavés ou elle te raconte sa life. C'est ça. Trop bien. Un des gros signaux, c'est ça, Mhm. alors qu'elle te raconte ta life. En lien avec ce que tu fais. Oui. On s'entend. Mais là, c'est un signal énormissime. C'est le plus gros. Après, il y a aussi, là, on est dans du suivi commercial un petit peu plus conscient, je dirais. Moi, je dis, il y a du suivi passif et puis il y a du suivi actif. Ce que j'appelle le suivi actif, c'est celui où tu vas carrément, voilà, dans ton quotidien, quand tu es en train de scroller sur les réseaux, peu importe, hein, pas forcément de manière ultra consciente, mais tu vas repérer des personnes qui sont dans ta cible. Et dans ces cas-là, quand tu vas les repérer comment? Avec des indicateurs que ta cible va vivre. Tu vois, par exemple, moi, il y a des indicateurs très forts par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne. Déjà, c'est des entrepreneurs qui, à minima, génèrent quand même déjà du chiffre d'affaires. Pas forcément énormément, mais qui en génèrent déjà. Donc ça, tu vas avoir ce signal-là sur les réseaux sociaux, tu peux le savoir. Peut-être un entrepreneur qui passe en société. Tu vois, qui parle, qui dit, bah là, je suis en train de passer en société parce que, je sais pas, j'ai dépassé le plafond micro. Bah là, je sais que c'est, allez, un signal de plus. Ah ben là, je suis en train de me poser la question de déléguer. Un signal de plus. Et en fait, tous ces petits signaux peuvent me dire, ah ben ça, c'est une personne qui potentiellement, à un moment donné, elle pourrait peut-être avoir besoin de moi. Elle n'a pas forcément besoin de moi maintenant. En tout cas, elle pourrait avoir besoin de moi. Donc du coup, là, je vais peut-être me mettre en veille. Ça veut pas dire que je vais pas forcément aller lui parler. Mais je vais juste me mettre en veille sur cette personne. Et donc, dans ces cas-là, là, on est dans du suivi actif. C'est-à-dire que tu vas consciemment, même si je disais inconsciemment tout à l'heure, mais dans le sens où vous ne mettez pas à faire une routine. Alors, tous les lundis matins, je vais faire... Non. Sinon, ça va vous dégoûter, il n'y a rien de pire. Mais tu peux aussi le faire comme ça. Et là, on est dans quelque chose où non seulement on va réceptionner les demandes et on va bien les traiter, on va poser des bonnes questions, converser, mais on peut aussi repérer des personnes qui pourraient à un moment donné avoir besoin de nous et intervenir au moment opportun, au moment où là, on sert vraiment à quelque chose, quoi. Ça m'intéresse de ouf ce que tu es en train de dire. Quand tu dis, tu as dit plusieurs mots, tu as dit donc repérer les personnes, être proactif, les mettre en veille. Quand tu as dit en veille, j'ai eu l'impression qu'il y avait un statut ClickUp ou Notion qui... Ah, statut ClickUp, Ok. ouais. C'est quoi le process? Alors déjà, j'imagine qu'il nous faut un CRM. Ouais. Donc, je vais te poser mes questions en vrac. Ouais. Tu y réponds dans l'ordre que tu veux. Ok. 1. Du coup, ça veut dire qu'on doit avoir un CRM. 2. Sur quel outil je le fais? 3. Est-ce que du coup, toutes les conversations que j'ai rentrent dans ce CRM? Et 4. Quand tu as une personne qui est en position de veille, comme tu l'as décrite, comment est-ce que je la relance? Comment est-ce que j'entretiens la conversation? Enfin, c'est quoi un peu ton protocole par rapport à ça? Waouh, il y a beaucoup de questions. Ouais, là, je suis en train de foutre en l'air mon planning. Est-ce qu'il me faut un CRM? Est-ce qu'il faut un CRM? Et la deuxième, c'est sur quelle plateforme? Ouais, alors oui, il faut un CRM, même quand vous avez peu de masse, même quand vous avez peu d'abonnés, peu importe, en fait. Ouais. Par contre, quand même, je préfère préciser, si vous faites du low ticket, mais quand je dis low ticket, vous êtes à 19 €, quoi, je sais pas, le e-book, ne faites pas de suivi commercial, hein. Oui, vraiment. Voilà. Vous ne faites pas de suivi client, prospection et nurturing pour vendre un e-book. C'est ça. Okay. Là, vous allez le faire à plus grande échelle et vous allez le faire avec le contenu, etc. Donc oui, il faut un CRM. De quel outil? Ça va dépendre quand même pas mal du contexte de la personne, tout simplement. Mais pour des indés, honnêtement, hein, en tout cas, vous pouvez commencer avec un Notion. Ou un Excel. Un Kanban Notion, pas un Excel. Pas un Excel? J'aurais tendance à dire non. Google Sheet? Non plus. J'ai tenté. Non plus.
Non, parce que c'est des vues pas dynamiques. Ah, ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Donc en fait, on peut avoir les informations à l'intérieur, mais en un clin d'œil, on ne peut pas savoir où est-ce que se trouve le prospect. Tu vois, Ok. c'est des couleurs, on peut à la limite Ouais. mettre des couleurs un Mais peu c'est partout et relou de tout, mais savoir qu'il faut relancer, qui ouais. en est à quel stade. Ok, Je d'accord. trouve que c'est pas assez, enfin surtout aujourd'hui, avec tous les outils hyper accessibles comme ça, même un Trello, tu vois, ça peut le faire pour un CRM d'indé, quoi. J'allais dire, il y a quelques rares personnes, mais qui existent quand même, qui n'aiment pas Notion ou qui s'y font pas. Est-ce que tu as un outil que tu aimes bien qui est gratuit ou qui a une version gratuite qu'on pourrait recommander à l'audience Bah, en vrai, il y a HubSpot, hein. Le CRM classique de HubSpot? de HubSpot, il est Très bien. gratuit. Il Ok, y a Odoo aussi, qui est très bien, ok, super. le CRM d'Odoo. Voilà. Bon, bah, je mettrai tous les liens en description pour les Après, anti-Notion. je précise CRM dynamique, c'est-à-dire que c'est des CRM manuels. Parce qu'après, Oui. on va y avoir des CRM dynamiques, il va y avoir des relances automatisées, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer par ça. Non, là, on est vraiment Ouais. dans je veux Ouais. garder une trace de avec Ouais. qui j'ai échangé, Tout à fait. à quel sujet, est-ce que c'est pertinent que je le relance ou pas, etc. Quoi. C'est Ouais. juste garder une trace des choses. Garder une trace des choses, exactement. Mhm. Ensuite, tu avais ta troisième question, c'était... Est-ce que je mets toutes mes conversations Ah. Insta dedans ou juste celles où je me dis ça peut être pertinent, peut-être qu'un jour il y aura un moyen que... Non. Ouais, c'est celle-ci qu'il faut rentrer et il ne faut pas rentrer tout le monde à l'intérieur. Par contre, je précise, il ne faut pas penser seulement client potentiel. Il faut penser aussi prescripteur potentiel et partenaire potentiel. Quelle différence je fais? Le prescripteur, ça va être en général un métier périphérique à votre activité qui peut être amené à vous recommander. Le partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez faire un partenariat, c'est-à-dire travailler ensemble, etc. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a toujours, on pense toujours systématiquement à, typiquement, on fait une soirée de networking, on se dit, je vais aller trouver des clients. Mais la plupart du temps, tu repars avec des partenaires et des prescripteurs potentiels. Et ces partenaires et ces prescripteurs potentiels, c'est des gros pourvoyeurs de business. Il ne faut pas délaisser ces relations-là. Tu vois, elles doivent rentrer aussi. Et c'est important de le préciser. Il ne faut pas que penser, je m'adresse que à ma cible et machin. Non. Je dis toujours, il faut créer du mouvement autour de soi par les conversations et par les relations concrètes. Parce que, imaginons, j'en sais rien, moi, si je pensais que client en devenir, on se serait jamais parlé, tu vois, toi et moi. Tu vois, c'est débile. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un exemple un peu simple là que je prends, mais c'est ça. Non, mais c'est totalement ça. Et du coup, à partir de quel moment business je fais ça? Est-ce que je fais ça depuis le premier jour où je reçois mon numéro de SIRET? Est-ce que je fais ça quand je commence à avoir pas mal de conversations? À qui tu recommandes d'utiliser cet outil? Tout le monde. Dès les premiers jours. Dès les premiers jours. Trop bien. Et d'ailleurs, plus vous commencez tôt, plus vous pouvez capitaliser dans les mois qui suivent. C'est fou de savoir que moi, typiquement, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 8 ans que j'ai un CRM. Évidemment, je suis obligée de faire un ménage un peu dedans parce que c'est normal. Il y a aussi des gens qui ont changé de statut, qui font autre chose, qui font bref, etc. Donc, je fais des modifs dedans. Mais en gros, j'ai une base de données de 8 ans de relation, quoi. C'est ouf. Tu vois? Et ça, c'est hyper puissant, notamment pour garder la maîtrise aussi sur son chiffre d'affaires. Si, imaginons, tu commences le plus tôt possible, tu as un CRM et tu te retrouves 2 ans après, tu as peut-être une baisse de chiffre d'affaires, tu veux sortir quelque chose de nouveau, tu as ton CRM. Ouais, tu sais déjà avec qui tu as déjà échangé, Ouais. qui te fait déjà confiance. Tu n'es pas obligé d'aller prospecter à froid ou poster du contenu en croisant très fort les doigts que Ouais, ça tout fonctionne à fait. et tout. Tu as ton CRM. C'est un carnet d'adresses hyper puissant. Bon, évidemment, si tu as eu un CRM, que tu as fait ton travail de suivi régulier, que tu as parlé aux gens régulièrement, parce que c'est sûr que si tu arrives, comme moi, imaginons 8 ans après, j'ai pas parlé à quelqu'un depuis 8 piges, ça va faire très bizarre. Donc Oui. voilà, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut capitaliser, donc commencer le plus tôt possible. Et là, ce qu'on est en train de dire, ça concerne 100% des gens qui sont en train de nous écouter. Tous les entrepreneurs, quelle que soit l'industrie, le métier, la thématique, ça concerne tout le monde. Sauf l'exception, là je disais low ticket, tu vends des trucs à 19 balles, quoi. Voilà, où là en fait tu pourrais le faire, mais c'est plus un gaspillage de ton temps, Ouais. d'avoir cette charge mentale de relancer des gens pour vendre un truc à moins de Tout à 20 fait. euros, quoi. Après, je précise, ça veut pas dire que si tu fais du low ticket, tu peux pas créer des relations avec les gens, mais tu vas le faire autrement. Tu vas le faire avec une newsletter, etc. Alors moi aussi, j'ai une newsletter, tu vois. Ça veut pas dire que quand vous vendez des choses un peu plus chères, vous pouvez pas avoir des newsletters, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'on pourrait croire, oh là là, elle parle que de ça et tout. Non, il y a d'autres choses, évidemment. Mais vous allez le faire autrement, et voilà, ça sera un peu plus de la masse, quoi. À partir de, parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de se poser la question en ce moment, à partir de quel pricing est-ce que c'est pertinent de faire ce suivi commercial? Donc là, tu disais 19 euros. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui vend entre 30 et 150 euros uniquement doit le faire aussi? Enfin, c'est quoi le point d'entrée du CRM? Pour moi, je dirais le point de bascule où là, c'est très intéressant, c'est au-dessus de 1 000 euros. Ok, dès qu'on vend quelque chose à plus de 1 000 euros, ça vaut le coup. Si vous avez un panier moyen, je pense pour les freelances, panier moyen plus de 1000, là, c'est intéressant. Ok, si je vends je dis n'importe quoi, je suis consultante en sommeil, je vends des consultations à 200 euros à 1h30. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas?
Alors là, ça vaut le coup de le faire, pas dans le suivi actif, ce que je disais, mais le suivi passif, oui. Parce que là, dans ce cadre-là, tu peux très bien avoir plein de conversations sur Instagram de gens qui te disent « Ah, je pense que je vais avoir besoin de toi à ce moment-là, etc. etc. » Et là, c'est pertinent quand même de les rentrer dans le CRM ou alors de leur proposer un lead magnet pour qu'ils rentrent dans ta base de données. Mais en tout cas, tu fais quelque chose. Oui, en tout cas, d'avoir quelque chose où tu sais le captes. qu'au cas de besoin, tu peux retrouver le nom de la personne, les infos, etc. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Je te pose des questions volontairement parce que je sais que c'est des questions qui vont être posées à certaines personnes. Moi, j'y crois à fond. C'est un outil qu'on fait implémenter à nos clients aussi rapidement dans nos accompagnements et tout. Et on en parlait ce midi en déjeunant, mais même quand on n'est pas dans un milieu B2B où la prospection fait partie des codes du marché, etc., en fait, même quand on fait la création de contenu, d'avoir un système qui permet de relancer son réseau chaud, tiède, de faire du nurturing avec les gens, c'est hyper important. Et notre cerveau ne peut pas se souvenir de tout le monde tout le temps, H24, quoi. Donc, c'est un second cerveau. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, là, je vais donner un exemple que vraiment, je suis désolée, Aline, parce que c'est pas une exclue. Sur tous les podcasts sur lesquels je suis invitée, j'en parle parce que je trouve que c'est assez parlant, notamment vis-à-vis de la vente et de la manipulation, etc. Quand vous avez des gens dans votre entourage que vous appréciez, en général, vous allez souvent venir vous noter dans l'agenda leurs anniversaires, tu vois. Je le fais totalement, avec une récurrence annuelle pour ne plus jamais avoir à y penser. Ouais. Mais tu fais ça pourquoi ? Parce que tu veux pas oublier. Et ben ton CRM, c'est la même chose. Tu rentres des personnes aussi parce qu'à un moment donné, tu veux les aider. Il y a un moment donné aussi où tu veux être là au bon moment. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme ça. Ton CRM, ça va être ton rappel que cette personne, peut-être qu'elle a besoin de toi, il faudrait peut-être que tu reviennes vers elle. Tu vois, il y a cette notion-là. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec les anniversaires. Vous ne le faites pas avec les gens que vous n'aimez pas. Moi, typiquement, dans mon CRM, il y a des gens qui ne rentrent pas dedans. Pourtant, il y a le plateau. Mais juste, t'aimes pas la personnalité ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui m'a trigger et je me suis dit, je pense que ça va pas le faire. Je suis dans ton CRM, moi, Pauline ? Non, t'es pas dans mon CRM, Aline. T'es pas du tout dans mon CRM, Aline. Je sais pas comment le prendre, du coup. Pas pour les mêmes raisons. Oh, d'accord. Je pensais qu'elle allait me dire oui, en plus, promenade quand elle a dit non. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que y a des gens, du coup, des gens qui me suivent peut-être depuis un moment. Effectivement, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, le suivi commercial, le CRM, la prospection, etc. Des fois, ils me posent la question, est-ce que je suis dans ton CRM, Pauline ? C'est hyper drôle. C'est genre une espèce de recherche de validation que tu nous donnes. C'est ça, recherche de validation. Mais c'est bien quand t'as des gens qui commencent à demander est-ce que je peux être dans ton CRM STP, tu vois. Ouais, alors c'est peut-être pas je peux être dans ton CRM, mais en tout cas, ils me posent la question, vraiment, je suis dans ton CRM ou pas, tu vois. Alors ça, du coup, ça m'évoque une autre question, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'humain, dans l'accompagnement, etc., qui pourraient se dire, bah oui, mais du coup, si les gens deviennent une fiche Notion ou dans un tableau Kanban, est-ce que du coup, ça ne déshumanise pas un petit peu la relation, la conversation, le suivi ? Est-ce que ça fait pas rentrer une notion trop commerciale de « Ah, je t'ai relancé parce que mon CRM a dit que… » Donc là, c'est vraiment une question purement mindset. Hein. C'est quoi ton approche, toi, par rapport à ça ? Forcément, il y a de la stratégie. Mais encore une fois, quel est votre problème vis-à-vis de la stratégie ? Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut se poser. C'est pourquoi j'ai un problème avec la stratégie. C'est pas pourquoi la stratégie, c'est bien ou c'est mal. C'est pourquoi moi, j'ai un problème avec la stratégie. Je pense qu'il y a ça aussi. Et comme je disais, je reviens à ce que je disais au début, si t'es OK avec la stratégie, t'es OK avec le fait. Moi, ça m'arrive hyper souvent. Et d'ailleurs, ça m'a rendu ouf. Et j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Il y a une boîte qui est venue, je sais plus ce que c'était exactement. Et je lui ai dit, par contre, pour le coup, mettez-moi dans votre CRM parce qu'il y a moyen que dans 6 mois, j'ai besoin. Tu vois ? J'ai jamais été relancée. Oh, waouh. Et donc, ça c'est aussi vénère. quelque chose. Mais en fait, moi, je trouve que, moi, en tant que prospect, je suis sûre qu'il y a plein de fois où j'aurais été relancée, j'aurais acheté. Tu vois, la personne, elle serait revenue vers moi au bon moment, j'aurais acheté. Mais bref, je m'écarte du sujet sur le fait de est-ce que c'est sincère ou pas. Moi, il y a quelque chose que je fais de manière tout à fait naturelle et je le fais amicalement, mais je le fais aussi dans mon business. Je pense à la personne. Je la vois passer sur mon feed. Instagram, LinkedIn. Ah putain, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vue. Je vais aller lui demander des nouvelles. Et véridique, je le fais et cette personne, des fois, elle est pas dans mon CRM. Et des fois, elle est dans mon CRM. Mais c'est pas mon CRM qui me l'a rappelé. Oui. C'est moi, en fait. C'est ton intérêt sincère. Mon intérêt sincère, encore une fois. Et ça m'arrive, mais un nombre incalculable 2 fois par semaine, où je revois quelqu'un sur mon feed et je me dis, tiens, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé. Je vais tout simplement venir prendre des nouvelles. Donc, il faut aussi prendre l'habitude de ça. Quand ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un sur votre feed, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus facile, passez pas à autre chose. Faites-le tout de suite, envoyez un message. Tu vois ? Faites-le maintenant, parce que sinon, ça va passer à la trappe et vous allez faire autre chose. Mais aussi parce que, encore une fois, sincèrement, ça va vraiment vous intéresser de savoir où en est la personne. Puis il y a aussi une chose, quand vous rentrez les personnes dans votre CRM, que ce soit quand vous repérez la personne, j'en ai parlé tout à l'heure, soit quand vous avez déjà eu un échange, c'est de venir mettre du contexte dans votre CRM. Si vous ne mettez pas de contexte, qu'est-ce que j'appelle le contexte ? C'est la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur LinkedIn, et cette personne m'a parlé, je ne sais pas, qu'elle était dans tel projet.
Comme ça, vous avez un contexte réel pour revenir voir la personne. Et c'est beaucoup plus facile de revenir voir une personne et lui dire alors, tel projet, où est-ce que t'en es? La dernière fois, on en a discuté. Parce que la version manuelle de ça, c'est de relire tout l'historique de la conversation pour se remémorer. Mais c'est une perte de temps de fou. Quoi, perte de temps de dingue. Ouais, complètement. Mais j'adore. Et tu vois, la réflexion que j'avais en même temps, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai mis trop de temps à implémenter. Aujourd'hui, j'ai une vraie routine où, parce que mon cerveau est une passoire et c'est ça qui a été le déclencheur, j'ai une vraie routine depuis 1 an et demi, je crois, 2 ans maintenant. Effectivement, toutes mes conversations sont dans mon CRM, non pas par intérêt commercial, même si évidemment il y en a parce qu'on est là pour diriger un business, mais ne serait-ce que pour me souvenir de tout le monde. Et pas plus tard que ce matin, je faisais du ménage dans mes DM et je ne sais pas pourquoi, j'ai une conversation qui date d'il y a 2 ans et demi, donc juste avant que je mette ça en place, qui a repopé d'une personne. J'ai honte, mais je vais quand même le dire. Cette personne m'a dit « Aline, j'aime trop ton podcast, c'est incroyable, je veux me faire accompagner par toi, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble ?» Le plus gros plateau d'argent, je lui avais répondu un jour après « Je reviens vers toi ». Je n'ai plus jamais répondu parce que je pense que j'avais complètement oublié. Oh my God. En plus, moi, je reçois 200 à 300 messages par jour. Donc, en fait, dès que pendant 1 ou 2 jours, je ne suis pas revenue vers la personne... Oui, mais ça, il y a ça aussi. Hein. Voilà, tu vois. Non, mais oui, à prendre en considération. Quand même. C'est rare. Mais là, le fait que ça me repop aux yeux, ce matin, j'étais dans le métro, je voyais ça, j'étais en mode oupsie. Déjà, oupsie parce que argent laissé sur la table. Oupsie parce que d'un point de vue humain, c'est horrible. Et je me culpabilise encore plus. C'est une personne qui me dit « je kiffe ce que tu fais ». Et après, je la ghost, quoi, tu vois. Et je me dis, c'était le pire truc à faire. Donc... Avoir un CRM, c'est aussi éviter ce genre de situation, quoi. Ouais, c'est aussi éviter ce genre de situation, ouais, complètement. J'espère avoir convaincu tous les gens dans l'audience si ce n'était pas déjà le cas. Deuxième chose, toujours sur le CRM, j'aimerais qu'on parle un peu de timing, parce qu'en fait, il y a des cycles de vente qui peuvent être très courts, d'autres parfois très longs. Au bout de combien de temps de nurturing, de retour, etc., on considère que finalement, la personne ne deviendra peut-être jamais cliente? Est-ce que c'est genre 3 mois, 6 mois? Est-ce que ça dépend? Est-ce que toi, tu as une règle que tu t'appliques? Alors là, il n'y a pas de règle parce que c'est très contextuel. Ça dépend quand même vachement du business. Il y a des métiers où le parcours forcément est long. Typiquement, tu te doutes bien que quand tu es commercial chez Airbus, l'avion, tu ne le vends pas en un call. Donc forcément, ça dure longtemps. Évidemment, j'ai pris un truc énorme comme exemple pour le bien de la démonstration. Mais en fait, il n'y a pas forcément de timing déjà dans lequel il faut laisser tomber. Pas forcément, parce que ça dépend des échanges que tu as eus avec les gens, qu'est-ce que la personne vous a dit, etc. Mais par contre, je peux te donner un peu des différents axes de timing, on va dire. Déjà, quand tu fais du suivi commercial, on dit qu'il faut laisser plutôt 3 mois entre chaque échange, tu vois, à peu près. Après, si on parle de timing, de relance... Là, quand tu dis, suivi commercial, 3 mois de relance, c'est du B2B ou ça marche aussi pour le B2C? Non, ça marche aussi pour le B2C potentiellement. Donc, entre le moment où la personne dit « je suis pas intéressée » et le moment où on la relance, c'est minimum 3 mois? Oui, c'est minimum 3 mois. Ok. Mais ça peut être plus tôt que 3 mois, quand même. J'ai pas été claire, je crois. Vas-y, explique-nous. Ou ma question n'était pas claire, ce qui est aussi très probable. Non, parce qu'en fait, il y a différents timings. Il y a les timings de relance, s'il y a une réponse, s'il n'y a pas de réponse. Enfin, tu vois, il y a plusieurs quand même timings à prendre en considération. Si c'est des plus petits produits, non, c'est possible que tu laisses 3 mois entre un échange et un autre. Ça va dépendre encore une fois de ce que la personne t'a dit la dernière fois. Okay. Le contexte. Et du coup, cette fenêtre de 3 mois, c'était en mode il faut pas faire moins que 3 mois parce que sinon c'est trop rapproché, ou alors c'est il faut pas faire plus de 3 mois sinon la personne va m'oublier? Ah oui, c'est plutôt ça. Ok. C'est plutôt il faut pas faire plus de 3 mois parce que sinon la personne elle t'oublie. J'avais mal compris ta réponse. C'est plutôt ça. Mais non, j'ai raccordé les mots. Non, pas toi. C'est moi aussi. Peut-être que j'ai mal compris, tu vois. Il y a ça. Après, il y a aussi quand est-ce qu'on laisse tomber. Moi, quand on laisse tomber, bon, ça va paraître peut-être un petit peu fort ce que je vais dire, mais je n'abandonne pas tant que je n'ai pas eu de nom. J'aime bien. Alors, pas tant. Enfin, évidemment que des fois, il y a des signaux. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir un nom. Mais par contre, il ne faut pas hésiter. Typiquement, je dis souvent à la 3e relance, par exemple, sans réponse. Faut pas hésiter à dire écoute, aucun problème. Moi, je vois que voilà, il y aura pas de suite et c'est complètement OK. On se parlera peut-être une prochaine fois et puis tchuss, quoi, en gros. Oui. Et c'est toi aussi qui mets fin. Et souvent, des fois, tu peux avoir une réponse aussi à ça. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent non. En fait, j'ai juste pas eu le temps de te répondre, mais j'ai besoin de toi. Après la 3e relance? Absolument. Mais tout le monde, et toi la première, j'en suis sûre, dans tes journées... Elle dit ça parce qu'elle me relançait 6 fois sur WhatsApp pour avoir la date d'enregistrement. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'avoue que parfois, j'étais pas très réactive d'un jour sur l'autre. Je te l'accorde. Mais oui, effectivement, il faut relancer les gens. Mais plein de gens passent à autre chose, voient ton message, sont dans la salle d'attente chez le médecin avec leur enfant, sont en train de faire des milliards d'autres trucs. Et c'est pas forcément conscient de ne pas répondre. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est bon, ça me saoule, j'ai pas envie de répondre, quoi. »
Mais il y a aussi plein de gens qui sont juste en train de faire autre chose et qui sont complètement zappés. Mais surtout aussi, je suis sûre que ça t'arrive aussi. Dis-moi que ça t'arrive aussi. Moi, des fois, je me dis, oh, je répondrai plus tard. Et en fait, je vais y repenser 2-3 jours après en me disant, ah, j'ai oublié de répondre à, mettons, Pauline. Et quand je rouvre mon message, ça fait pas 3 jours, ça fait 10. Le temps était passé d'une manière très particulière, tu Ouais. vois. Mais moi, il y a plein de fois où je me dis, notre dernier échange date d'il y a 3 jours, mais ça fait 10 jours ou 20 jours, des trucs de fou, quoi. Ouais, ça m'arrive dans le perso, pas dans le pro pour le coup. Parce que t'as ton CRM. Non, mais parce que je suis carré, tu vois. J'aime bien. Et bim. Mais non, mais ça dépend aussi de ce qu'on valorise, tu vois. Non, mais je suis Ça dépend d'accord. vachement de ça. Je suis d'accord. Mais oui, j'aime bien quand même faire ce que je dis, quoi. Si j'ai dit que je revenais vers toi aujourd'hui, je préfère dire à la limite je reviens vers toi dans les 3 jours, mais je reviens vers toi vraiment dans les 3 jours, plutôt que de dire je reviens vers toi ce soir et puis en fait ce soir je suis pas dans tes DM, tu vois. Mais ça c'est parce que moi je suis très exigeante aussi, tu vois, Mais- moi-même avec ça. On devrait Mais, être comme toi et avoir une parole en mode je dis ce que je fais ce que je dis, quoi. Je suis d'accord. Je Oui, suis pas, après- je suis pas le meilleur exemple, mais je suis d'accord. Mais c'est comme quand vous faites une proposition commerciale, préférez dire est-ce que si je vous l'envoie vendredi prochain, c'est OK pour vous? Est-ce que je pense qu'entre-temps, j'aurai un petit peu plus de mal, etc. Plutôt que de dire bah, je vous l'envoie demain, et puis en fait, vous l'envoyez pas demain. Ça met signal Ouais. warning, quoi. Ouais. Enfin, tu Red vois, flag. c'est pas- ouais, ça va du tout. Ouais, complètement. Et du coup, on parlait des timings. Mhm. Ça peut être intéressant, peut-être les timings de relance. Alors, tout dépend encore une fois si c'est de la prospection directe, on va dire, ou c'est de la relance pour avoir un retour. Si c'est de la prospection directe, il faut faire, moi je dis 5-5-10, 5 jours, 10 jours pour la dernière. Ça peut paraître serré, mais encore une fois, les gens vous oublient. Mm-mm. Les gens passent à autre chose. Ou se disent ah je vais répondre sous 2 jours, puis quand ils réouvrent le message, comme moi ça en fait 10, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Et pareil, là, je parle de ça, mais des relances, des fois, sans réponse. Hein. Vraiment, quoi. Oui, même si la personne n'a pas répondu à la première relance, on relance une deuxième fois et une troisième fois. Ouais, tout à fait. Par contre, le mieux, c'est de changer de canal. Tu vois, c'est si on n'a pas réussi à voir la personne par mail, si on sait qu'elle a un compte Instagram et qu'elle y est assez active, bah, on peut laisser un vocal sur Instagram. En fait, il faut essayer d'aller trouver l'endroit où la personne, elle va le plus facilement aussi nous répondre. Encore une fois, même si c'est pour dire non. Mm-mm. En fait, L'idée c'est d'aller chercher une réponse, que ce ouais, soit oui ou non, c'est mais ça, d'aller et chercher une c'est réponse. complètement OK aussi si c'est non. C'est pas grave, quoi, tu vois. Par rapport aux relances, parce que je sais que c'est un gros sujet, j'aimerais qu'on développe sur 2 cas qui, je sais, vont parler à l'audience. Le premier, c'est j'ai envoyé un devis, une proposition commerciale suite à un appel découverte ou à une demande. J'ai pas eu de réponse. Combien de fois je relance? Dans quel délai? Avec quel type de contenu? Première question. La deuxième question, c'est non, il n'y a pas eu de proposition commerciale, mais quelqu'un qui dit qu'il est intéressé ou qui a un peu des marques d'intérêt avec qui j'ai commencé à avoir de la curiosité stratégique. Et pareil, plus de réponse. Combien de fois je relance dans ce cadre-là? Alors, ta première question, c'était sur les propositions Ouais, commerciales. j'ai fait un devis, j'ai fait une propale Ouais. et le client fait le mort. Ouais. Alors déjà, il y a, même si je me décale, mais c'est hyper important, là déjà, il y a une première erreur. C'est pas normal quand tu sors de ton appel, que tu ne saches pas, que tu ne connaisses pas la prochaine étape et que ton prospect ne la connaisse pas. Ce que j'entends par là, c'est que ton prospect, tu ne dois pas partir d'un appel de vente sans savoir, sans connaître l'échéance de décision de Ok. ton prospect. Il faut que tu partes à minima. C'est-à-dire que moi, je suis pas comme les closers là qui te disent il faut closer tout de suite et tout. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je compte pas le nombre de contrats que je signe avec des gens qui me disent bah écoute, je vais prendre le temps de la réflexion et je signe, d'accord. Donc ce n'est Oui, pas vrai. c'est ok de prendre du temps pour C'est ok réfléchir, aussi ouais. de prendre du temps pour réfléchir, etc. Et c'est normal aussi de le laisser. D'ailleurs, je t'ai déjà entendu le dire aussi que toi, des fois, ça t'arrive de dire, bah, en fait, c'est ok, c'est pas n'importe quelle décision et tu prends le temps et voilà, et c'est complètement ok avec ça. Mais il faut vraiment pas partir sans connaître l'échéance de décision, même si c'est 15 jours, mais au moins vous savez que votre prospect, normalement, il va revenir vers vous dans les 15 jours. Dans ces cas-là, vous allez relancer, je dirais, vous laissez au moins un jour quand même par rapport à la date qui a été déterminée. Vous laissez un jour et vous relancez. On repère l'échéance, enfin, c'est mieux d'avoir l'échéance de décision. Si on n'a pas l'échéance de décision, je dirais, on relance déjà à J+7, quoi, en gros, hein, à plus d'une semaine. Et qu'est-ce qu'on te dit, par exemple, dans la toute première relance, en mode ah, est-ce que vous avez bien reçu mon devis? Est-ce que vous avez des questions? Une relance classique? Ou est-ce Ouais. que tu as une stratégie à appliquer dès la première relance? Non, la première relance, c'est ça. Mm-mm. La deuxième relance, ça va venir être... Alors déjà, pareil, ça dépend aussi de l'échéance, machin. Mais en gros, vous allez attendre plutôt 10 jours. Parce 10 que jours. si la personne, elle n'a pas répondu déjà, tu vois, après la première... Alors attends, est-ce que 10 jours c'est après l'envoi de la première proposition Ouais. ou après la Non, première relance? Après la première relance. Ok, donc quand tu disais 5-5-10, Ouais, mais c'est pas les mêmes types de relances. Da- Pardon. Les relances après proposition commerciale. Ok. Soit vous respectez l'échéance de décision qui a été déterminée. Oui. Donc celle-ci, ça peut être 15 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, même des fois. Mm-mm. Donc là, soit vous respectez ça, soit grosso modo, vous laissez une semaine. Et si après une semaine, ils n'ont toujours pas répondu, vous attendez plus 10 jours.
J plus 10 jours. Ok. Et dans ces cas-là, là, ce qui peut être intéressant, c'est de peut-être soit rappeler les points de douleur, ce que j'appelle les points de douleur, c'est-à-dire que normalement, pendant votre appel, vous avez noté ou dans votre tête ou sur un carnet, mais en tout cas quelque part, pourquoi la personne est venue, quel était son contexte. Donc là, l'idée, c'est de venir un petit peu rappeler son contexte et voir si et lui demander est-ce que ça a changé. Évidemment, on parle toujours de la proposition commerciale qu'on a réalisée, mais on vient reposer une question. Et ensuite, si on n'a toujours pas de réponse, là, moi, des fois, je mets un petit peu plus court, mais J plus 10, pareil. Donc, du coup, J plus 7, J plus 10, J plus 10, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de dire, OK, écoute, j'ai pas de retour de ta part ou j'ai pas de retour de votre part. J'imagine que peut-être c'est plus un sujet d'actualité. Dans un objectif d'amélioration continue, j'aimerais connaître les raisons de votre non-retour. Ou tu vois, l'idée, c'est encore une fois d'aller chercher une réponse. Ok, d'aller chercher une réponse. D'aller chercher une réponse. Et là, dans ces cas-là, en général, il y a une réponse. Honnêtement, quand on dit, écoute, je lâche l'affaire, en gros, maintenant, j'ai juste besoin de savoir, tiens-moi au courant, quoi, simplement. En général, il y a vraiment des réponses ici. C'est fou, l'être humain, comme dès qu'il y a un renversement de dynamique dans la relation. La personne répond tout de suite. Ouais, parce que quand la dynamique, c'est toi qui es demandeur, parce que c'est toi qui relance l'autre, il est en mode non, je te réponds pas. Par contre, dès que tu dis je lâche l'affaire, vas-y, je te parle plus, l'autre est en mode attends, je te réponds. Ouais, c'est ça. Ça me saoule. c'est exactement naturel, ça. Mais qu'est-ce que ça me saoule. Et c'est là où y a des personnes qui vont carrément dire oui, effectivement, ça m'intéresse plus pour telle et telle raison. Ou alors des gens qui vont dire non, j'ai encore besoin. Et là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit c'est fou parce que quand on est demandeur, mais il faut aussi être clair avec vous-même et avec vos prospects. Quand votre prospect, il a pris rendez-vous, il a un besoin à la base. Donc, oui, il est demandeur aussi. Mais dans le sens où n'oubliez pas ça. Ce serait presque pas professionnel, c'est pas professionnel, de ne pas le relancer. Parce que moi, typiquement, quand je suis pas relancée, qu'est-ce que je me dis ? En fait, il en a rien à foutre de moi. Oui, il fait mal son travail. Ou il fait mal son travail. Oui, des fois, on a une position un peu de princesse de j'aime qu'on me relance. J'aime qu'on me relance et tout. Mais chouchoute. Non, le client, il va apprécier que tu l'oublies pas. Il va apprécier que sa demande, elle ait une importance pour toi. Tu vois, en fait, c'est ça. Donc, il faut, les relances, vraiment... pour moi, je sais pas quel est le pourcentage. J'avais lu un truc, justement, sur le blog d'UpSpot là-dessus. J'ai plus le pourcentage, mais vraiment, il y a un nombre de business incalculable qui se cache dans les relances. C'est fou. J'ai lu le même rapport, c'était 70% des ventes se font après la 5e relance. Ouais. C'est dans le cas de la prospection froide, donc c'est particulier. Mais 70% des ventes après la 5e relance. Là, on parle juste de 3, quoi. Mais moi, d'ailleurs, c'est une des choses que je fais faire en premier à mes clients quand ils viennent sur la partie plutôt commerciale, vu que je fais aussi un peu de structuration. Quand ils viennent sur cette partie-là, la première chose qu'on fait, c'est on va voir tout ce qui s'est passé commercialement dans les 6 mois en arrière, les messages, machin, etc. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de CRM. Et oui, j'accompagne des entrepreneurs qui font déjà du chiffre d'affaires, parce que pour moi, il y a une grosse nuance entre avoir des clients et savoir les générer. Pas du tout la même chose. Parce qu'on a beaucoup de freelances aujourd'hui qui ont des clients parce qu'ils ont été recommandés, ils en ont 2 et puis c'est tout. Et puis en fait, ils ne savent pas générer le business. Donc, important à préciser. On a des approches finalement qui arrivent à peu près au même résultat, mais qui sont différentes. Mais le fil rouge est le même de comment est-ce que je passe de je subis mon business et les fluctuations de clients qui arrivent quand j'ai de la chance, quand j'ai pas de chance, à en fait, je maîtrise toute la pipeline de A à Z et je sais sur quel bouton appuyer quand j'ai besoin de plus de chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires. En fait, je maîtrise en fait ce qui se passe dans la mécanique de mon business. C'est ça. Et donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est on va voir tout le business, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, et on relance toutes les personnes qui doivent être relancées. Et la plupart du temps, mais vraiment, ça va paraître un peu fou ce que je vais dire, mais dans les 10 jours, il y a des re-rendez-vous et il y a des signatures. Ouais, c'est hyper rapide, quoi. Parce qu'en fait, on va chercher... En fait, pourquoi aller chercher du nouveau quand il y a une base? On va d'abord aller chercher la base. En fait, on va chercher le business qui est le plus facile à aller chercher en priorité. Et après, on structure la partie CRM, la partie commerciale, etc. Du coup, Pauline, ce serait aussi une manière de faire un petit récap de beaucoup de choses qu'on s'est dites. Aujourd'hui, on devine que quelqu'un qui a des clients qui viennent naturellement, que ce soit grâce à son contenu ou son réseau chaud, au final, c'est une bonne chose. Et en même temps, c'est aussi le signe qu'il y a potentiellement 80% de ventes sur lesquelles cette personne s'assoit parce qu'elle pourrait faire beaucoup plus pour attirer des clients facilement. Pour toi, c'est quoi les moments clés où on perd des ventes, où on perd des clients parce qu'on n'a pas su saisir un signal, comprendre quelque chose ou proactivement actionner un levier et autres? Waouh, il y en a tellement. Quand on n'a pas su proposer un rendez-vous au bon moment, quand on n'a pas su, moi je dis souvent aussi pas oser. Briser, c'est ça, briser un peu le mur du digital. C'est à partir du moment où tu passes sur un appel où il y a autre chose. La personne, elle va vraiment se souvenir de toi. Il y a quelque chose de plus humain qui s'est passé. Ensuite, il va y avoir évidemment la relance. Ça, franchement, j'en ai parlé en long, en large. Et troisième chose, le suivi commercial. Et ça, par contre, il faut accepter d'être patient.
Parce que le suivi commercial, ça sous-entend que tu as un premier contact peut-être en janvier 2025, mais en réalité, tu signeras qu'en juillet 2026. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à accepter pour les entrepreneurs parce qu'ils sont très pressés. Oui, puis l'urgence financière, elle est là souvent tout de suite. Quand on est en urgence Ouais. financière ou en besoin de trésor, c'est dur à entendre que oui, mais dans 1 an et demi, quoi. Et c'est normal. Oui, mais ouais, tout à fait, c'est normal. Mais surtout, et je l'ai dit juste avant, d'abord, on peut aussi aller chercher le business un peu plus chaud pour signer tout de suite. Mais par contre, il faut apprendre à capitaliser sur du plus long terme. Parce que c'est le long terme qui va être votre plus grand actif. Tu vois, c'est ça qui va te permettre, ce que je disais tout à l'heure, de le jour où peut-être tu as une baisse des ventes, où tu as besoin d'aller chercher du business, peut-être de manière un peu plus proactive. Tu as une base qui est là et tu as noué des relations avec des gens. Et là-dessus, c'est énormément de business qui sont perdus. Mais vraiment perdus de chez perdus, quoi. Donc ouais, ces 3 choses-là. Donc, si on avait un petit exercice justement à faire à l'audience, je suis inspirée en t'écoutant, d'aller un peu chercher cet argent qui dort peut-être dans leur DM ou dans leur boîte mail, Ouais. qu'est-ce qu'elles pourraient faire qui leur prendrait, allez, mettons, 2 à 3 heures maximum dans les prochains jours? Ça peut même moins, hein, même prendre moins moi, de temps. je Ouais, voulais ouais. être conservatrice et te laisser un peu de laisse, mais si c'est moi, c'est encore mieux. Faire le tour de vos DM Instagram. Regarder un peu toutes les conversations qui ont été laissées en stand-by. Et aussi toutes les personnes qui vous ont mis le fameux plateau. Parce que vous en avez. Même si vous débutez, même si ça fait pas très longtemps, même si vous avez 200 abonnés, peu importe. Et aussi vos commentaires. Regardez dans les commentaires, pas que dans les conversations que vous avez générées. Mais juste le fait d'aller voir tous les DM, aller dans les 6 derniers mois, en fonction aussi de quand est-ce que vous avez démarré, etc. Là-dedans, vous pouvez avoir au moins un rendez-vous là. Tu vois, si tu le fais maintenant. Bon, évidemment, vous allez me dire, bah oui, Pauline, mais comment je fais quand je me retrouve face à la personne et tout. Je comprends que c'est pas forcément facile, mais déjà, juste, je dirais, soyez OK avec la vente. Et quand vous serez OK aussi de proposer. Et proposer, arrêtez de tourner autour du pot. Tu vois, là, j'avais une cliente récemment, elle tournait beaucoup autour du pot et elle venait me demander, bah, Pauline, là, je vois l'opportunité, mais je sais pas quoi lui dire pour sans être lourde. En fait, tu seras plus lourde si tu essaies de contourner. Tu le seras beaucoup moins si tu lui dis directement ce que tu as envie de savoir. Aussi simple que ça. Tu lui dis clairement ce que tu veux savoir. Enfin, tout simplement. Je suis totalement d'accord. Enfin, tu vois. Et évidemment qu'il y a des manières de dire, mais je vois pas pourquoi vous allez agresser les gens, tu vois, vous allez pas le faire. En fait, je pense Tu qu'à vois. partir du moment où on est une personne bienveillante et Ouais. avec une curiosité humaine et pas intéressée, en fait, ça se transparaîtra aussi. Ouais, C'est ouais, évident. ouais, complètement. Il y a une personne une fois qui m'avait dit, quand j'avais toujours très peur de monter sur scène, le fait de nommer ton stress aide à le diminuer. Il m'avait dit, dès que tu arrives sur scène, la première chose que tu dis à l'audience, c'est « Ah, désolé, je suis un peu stressée ». Et rien que ça, en fait, ça fait... Parce qu'on a annoncé les choses. Et je pense que ça fonctionne très bien en vente aussi. Ouais, Comme tu le complètement. disais tout à l'heure, de juste dire... Ah, bah écoute, avec tout ce que tu me dis, franchement, ça me touche beaucoup parce que moi, c'est vraiment ma mission au quotidien et tout. J'aurais hyper envie de t'avoir au téléphone pour mieux comprendre ce que tu vis et potentiellement même te parler de ce que je fais. Est-ce que ça te tente? Si ça te tente, si oui, voilà le lien pour prendre rendez-vous. Sinon, et si c'est pas le bon moment, aucun problème. Ouais. Et en fait, tu énonces ton intention. La personne ne peut pas t'en vouloir d'être transparente. Non. Ouais. Soit elle dit oui parce qu'elle se dit ah ouais, mais cette personne elle est transparente, c'est trop cool et tout. Soit elle te dit non. Mais comme ça, nous, on peut rien se reprocher pour les personnes qui se reprocheraient d'avoir une démarche trop commerciale, quoi. Non, mais complètement. Complètement. Pauline, merci beaucoup. Franchement, j'espère que l'audience s'en rendra compte, mais une mine d'or. Parce que si tout le monde, parmi les auditeurs de cet épisode, met en place son CRM et va passer 30 minutes à scraper ses DM et à relancer au moins 2-3 personnes, il y a du bis qui va se développer. Donc, c'est potentiellement un épisode avec un bon ROI. Donc, merci pour ton temps. C'est combien 1 heure de mentoring chez toi ? Bah en fait, je suis pas vraiment payée à l'heure de mentoring, mais bon, on est au-dessus de 1 000 €. Donc Voilà, donc vous venez d'avoir plus de 1 000 € de conseils gratuitement au sein de cet épisode. J'espère que vous en ferez bon usage. Non, mais c'est moi les promesses marketing. Ouais, les promesses marketing, ouais, grave, on rajoute. Non, mais pour dire, j'espère que les gens ont conscience de la valeur, parce que même moi, tu vois, ça me refait un petit bottage de fesses sur certains aspects de mon CRM, par exemple les prescripteurs, partenaires potentiels, où je suis peut-être un petit peu moins rigoureuse, et je me dis, en fait, oui, il faut que je me rebotte les fesses par rapport à ça, donc... Merci pour toute la valeur que tu as ajoutée. Aujourd'hui, tu as plusieurs choses à nous proposer, dont un quiz sur comment trouver justement la bonne stratégie commerciale pour soi, etc. Tu peux nous le teaser un petit peu ? Écoutez, vous allez répondre à 6 questions et puis vous allez avoir une stratégie directement pondue pour vous, entre guillemets. Alors évidemment, ce n'est pas de la magie, hein, la meuf qui sent y vend, tu sais.
Mais non, mais j'aime tellement la transparence que c'est hyper important pour moi. Mais en gros, vous allez avoir les 3 piliers de votre stratégie commerciale expliqués et aussi les bonnes questions à vous poser directement après les 5 questions. En fonction du profil de la personne. En fonction du profil de la personne, tout à fait. Trop bien. Je mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Et si quelqu'un a envie d'échanger avec toi, a envie de te tendre un plateau d'argent pour bosser avec toi après cet épisode, où est-ce qu'il peut te contacter ? Je pense que le plus facile, ça sera Instagram ou LinkedIn pour le coup. Même si c'est juste pour me dire j'ai kiffé, c'était super intéressant, vous avez le droit. Et vous pouvez aussi venir me poser des questions. Enfin, bref, au contraire, allez-y, elle dira à Pauline qu'elle est top. Merci beaucoup pour tout, Pauline, et puis à bientôt. Merci. Bye bye.